les comportements absolument déraisonnables, et c'est peu de le dire, d'un tout petit nombre d'acteurs financiers qui ont spéculé, ont fait porter des risques absolument insoutenables à l'ensemble du système économique, et que donc il s'agit bien de montrer tout l'enjeu d'un capitalisme régulé. Le capitalisme a plusieurs visages, à la fois dans l'histoire et dans la géographie. Du coup, il est tout à fait capable de se transformer. Et c'est pour ça que nous voulons essayer de proposer des réformes à l'intérieur même du capitalisme. Redire que l'économie est là pour être au service d'intérêts généraux. Ce qu'on propose, c'est donc de redéfinir le statut juridique de l'entreprise, de manière à dire que le profit est un moyen au service de la contribution à l'intérêt général, ce qui n'empêche pas de gagner de l'argent. Notre diagnostic, c'est que le secteur bancaire privé a très largement failli à ses responsabilités depuis une dizaine d'années, que si on ne le réforme pas de manière radicale, il ne saura probablement pas faire autre chose que poursuivre le business as usual. Si aujourd'hui vous coupez le robinet de la Banque Centrale Européenne, vous avez la moitié du secteur bancaire européen qui est en faillite du jour au lendemain. Donc il faut absolument réformer ça. On ne peut pas continuer de vivre avec un secteur bancaire anesthésié qui ne survit que grâce au ballon d'oxygène de la Banque Centrale Européenne. Et qui par ailleurs ne distribue plus de crédit à l'économie réelle. Les marchés financiers sont intrinsèquement incomplets. Il est impossible sur un marché financier de se couvrir simultanément contre tous les risques à la fois. Les marchés financiers incomplets allouent de manière presque toujours très inefficace le risque et le capital. Les politiques d'austérité budgétaire ne permettront pas de résoudre le problème de la dette publique. Pourquoi ? Parce qu'elles permettront au mieux, dans un certain nombre de pays, peut-être comme l'Italie, la France, de réduire le déficit public, mais pas de stabiliser la dette. Celle-ci va continuer d'augmenter dès lors que le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire moins l'inflation payée par un État pour s'endetter, est supérieur au taux de croissance de ce pays. La première priorité, c'est, mettre en place un grand programme de transition climatique, énergétique, écologique, à la fois au niveau industriel, agricole, au niveau du logement, et ceci à l'échelle européenne. Ce serait extrêmement générateur d'emplois, d'activité économique, donc ça permettrait aux recettes fiscales d'augmenter et de résoudre de manière intelligente le problème des déficits publics plutôt que par l'austérité budgétaire qui nous enfoncera dans la déflation dont on sait comment on y rentre et personne ne sait comment on en sort. Si nous voulons ouvrir la porte à l'extrême droite en Europe, il faut continuer ces plans d'austérité budgétaire. Si on veut proposer autre chose, il faut avoir une manière intelligente de proposer la création monétaire orientée vers des projets industriels innovants qui permettent d'assurer la transition écologique, climatique, énergétique. Dans le monde, 20% des travailleurs vivent et gagnent moins de $1 par jour en parité de pouvoir d'achat. Aux États-Unis, les managers ces dernières années ont gagné 19 000 fois le salaire d'un ouvrier américain moyen. Face à une telle croissance des inégalités d'ailleurs à l'intérieur des pays et entre pays, entre sociétés, bien qu'il faut radicalement transformer les règles à l'œuvre, puis mettre en place un certain nombre de régulations. Ça implique de s'interroger sur un projet d'entreprise, sur une charte d'entreprise qui impliquerait toutes les parties prenantes. Et puis, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises à la fois pour privilégier, du point de vue des investissements, les investissements dits socialement responsables, ceux qui intègrent justement ces paramètres extra-financiers dans les décisions d'investissement. Ça peut être aussi un contrôle accru à la fois des agences de notation et des entreprises d'audit qui relèvent non seulement des aspects financiers, mais aussi de tous ces aspects extra-financiers. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de mesurer, en interrogeant un certain nombre de parties prenantes, quelle est la manière dont l'entreprise progresse dans le respect justement de son environnement, de ses parties prenantes. Alors, la troisième édition, là, qui va paraître en janvier 2012, elle a ceci d'original par rapport à la première qu'on a essayé de réinsérer la question des marchés financiers à l'intérieur de la perspective plus vaste qui était déjà celle de la première édition. Mais dans la première édition, le problème de la crise de 2007-2008 était tellement flagrant qu'on a accordé beaucoup d'importance à la question financière. Là, on a essayé de donner plus de poids à la question énergétique et climatique, avec la contribution d'Alain Grandjean, et également à la question du statut juridique des entreprises, grâce à la contribution de Daniel Hurstel.
Chaque fois qu'on entend il faut faire ça, il n'y a pas d'autre alternative, en réalité il faut que ça dresse notre oreille et qu'on se dise quelle est la part du débat qui a été occultée dans cette affirmation. Et là, le fait d'avoir mis ensemble des praticiens, des marchés financiers, de la direction d'entreprises industrielles, des universitaires philosophes, des mathématiciens, des économistes, des ingénieurs, ça a permis de voir qu'en réalité, il y a beaucoup de marge de manœuvre. C'est vrai, aujourd'hui, il y a une espèce d'inflation du discours éthique, notamment de la part d'un certain nombre de grands groupes. Mais là, on voit bien que le danger, c'est que ce soit alors, des principes d'action, des codes d'éthique, des chartes édictées par les entreprises, au risque d'instrumentaliser l'éthique. En revanche, il nous semble que cette inflation éthique, elle est aussi significative d'une recherche de sens. Le projet qui était le nôtre, c'est-à-dire il y a à la fois cette crise, c'est aussi une période de mutation, il y a des enjeux absolument gigantesques devant nous, et on ne peut pas se contenter de critiquer ce qui a lieu aujourd'hui. Il faut dire qu'est-ce qu'on dessine ensemble. Alors tu parlais de résistance, c'est vrai que par exemple après la première édition de l'ouvrage, au début de l'année 2009, j'ai été invité par un financier d'une grande banque parisienne dans un restaurant très chic, qui a pris l'ouvrage et qui a éreinté toutes les propositions du bouquin les unes après les autres, avec toujours le même argument qui est en fait, Gaël, vous n'avez rien compris parce que les crises comme celle de 2008 sont excellentes. Elles sont excellentes parce que ça permet à nos sociétés d'éliminer les plus faibles et les plus fragiles et ça rend nos sociétés plus fortes et plus efficaces. Voilà. Alors évidemment, quand on est pris dans ce type de morale, disons, du vainqueur, et de la sélection darwinienne sociale, on n'est pas d'accord avec l'approche que nous avons adoptée dans ce bouquin.